Bonjour à tous. Donc, on va ouvrir ce webinaire, enfin plutôt Sylvie Techco va ouvrir donc ce webinaire consacré aujourd'hui donc au métier en tension dans la fonction publique hospitalière en Nouvelle-Aquitaine, avec l'idée de vous présenter à la fois les difficultés de recrutement, les impacts et les solutions qui sont adoptées par les établissements. Je laisse la parole à Sylvie de la NFH pour voilà, ouvrir cette session. Oui, bonjour. Il s'agit donc de notre deuxième webinaire en résultat des travaux que nous avons effectués en fin d'année et en début d'année 2020. Nous avons consacré un premier webinaire mardi au résultat de la cartographie et en complément avec cette cartographie, nous avions une enquête sur les métiers en tension dans la fonction publique hospitalière. Nous savons bien tous les problèmes que vous avez de recrutement et d'attractivité et ça nous paraissait intéressant d'objectiver un petit peu tout ça et d'avoir quelques éléments qui nous aident pour entrer dans l'action. Sont présents aujourd'hui avec moi est présente aujourd'hui avec moi Isabelle Descamps. En revanche, Anthony Brottier ce matin est excusé. Nous réunissons donc ce matin des établissements d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, puisque cette démarche a été initiée à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Je laisse la parole à Virginie pour démarrer et aussi pour donner un peu les éléments techniques. Bien, donc je me suis pas présentée, je vous prie de m'excuser. Donc je suis Virginie Louise, donc je suis au niveau de BVA la chef de projet sur ce dispositif que nous déployons pour la NFH. Alors ce webinaire en fait il a plusieurs objectifs. Vous restituez donc les résultats de cette enquête qui donc a été réalisée, comme le disait Sylvie Techco, sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Ça nous semblait important aussi de faire cette restitution aux établissements pour vous permettre aussi de positionner vos établissements par rapport à la situation régionale. Donc, vous avez, comme c'était évoqué, évidemment conscience en fait des problématiques et surtout vous le vivez au quotidien. Et ça nous semblait important aussi de partager ces éléments entre secteurs d'activité, entre territoires, pour aussi vous permettre de vous positionner et pourquoi pas aussi d'envisager des réflexions collectives vis-à-vis de ces problématiques. Et puis, on a un enjeu et donc on espère vraiment qu'on va l'atteindre, c'est aussi de vous donner envie de prolonger cette démarche avec la NFH. Quand on dit cette démarche, c'est plus largement toutes ces questions de gestion prévisionnelle et puis aussi de ressources humaines au sens large, qu'il s'agisse par exemple de travailler sur la manière de recruter ou de fidéliser les personnels ou de choses qui pourraient être faites à l'échelle de groupements comme les GHT ou les GCSMS et sur lequel la NFH pourrait vous soutenir. Donc voilà sur les objectifs de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure sur un plan très pratique. Donc, on sait que l'interactivité est pas forcément évidente. Donc, évidemment, ce webinaire va être tout de même un petit peu plus descendant. Néanmoins, c'est vraiment important pour nous que vous puissiez donc réagir, poser des questions. Et donc, vous avez à droite de votre écran un chat. Donc, je vois que tout le monde a déjà commencé à dire bonjour à tout le monde. Donc, voilà, on est un peu plus tous ensemble. Mais vous puissiez aussi l'utiliser pour voilà réagir. Est-ce qu'il y a des sujets qui peut-être vous interpellent, qui sont peut-être différents de la situation de votre établissement. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, Alessia Pallavicini, qui du coup a travaillé sur cette étude, est là aussi pour répondre à vos questions, qu'il s'agisse de bien comprendre les chiffres qui sont présentés ou voilà de faire des demandes aussi de choses peut-être complémentaires. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et le chat aussi, donc Elodie du service communication est avec nous aussi. Donc, si vous avez le moindre souci en cours de webinaire, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi poser la question et elle essaiera de trouver une solution pour que vous puissiez continuer ce webinaire avec nous. Alors, peut-être au démarrage aussi, ça nous semblait important de resituer cette enquête qui n'est pas une enquête isolée, mais qui s'inscrit en fait dans une démarche plus large qu'on a qualifiée de démarche métier-compétences et qui, ce que je vous disais, s'intéresse à la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences de manière générale et qui s'inscrit aussi dans une dynamique plus large de la part de la NFH, plus large à la fois au plan géographique, mais aussi plus large en termes d'action. Donc, je vais proposer à Sylvie Techco de vous présenter dans le contexte en fait dans lequel s'inscrit cette démarche pour la NFH. Sylvie. Oui, donc
Tout d'abord, nous avons au niveau de l'ANFH national, sur le territoire national, un dispositif national métiers compétences dans lequel nous nous sommes inscrits en Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez voir effectivement qu'il y a un certain nombre de régions qui ont déjà engagé leur démarche. Bon, il va falloir que je révise un peu mes régions, mais on va pouvoir tacler un peu aussi Virginie Louise sur les départements de la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a des départements un peu plus obscurs que d'autres pour elle, mais elle a beaucoup progressé sur cette étude. Comme vous pouvez le voir, on a Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire, qui sont donc des régions qui ont déjà engagé leur démarche. Ainsi, on a aussi PACA. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour nous parce que ça nous a permis quand même depuis le départ de nous comparer, les résultats avec les autres régions, et ça c'est hyper intéressant. On verra que sur métiers en tension, ça l'est également. Cette démarche est intégrée pleinement à notre projet stratégique au niveau de la NFH. Je ne vais pas vous reprendre les différentes ambitions de ce projet stratégique, mais notamment sur la question du fait de soutenir les politiques RH des établissements et d'accompagner la dynamique territoriale des établissements et des équipes. Avec l'enquête métiers en tension, on est absolument au cœur du sujet, puisque avec effectivement les problématiques d'attractivité, on est au cœur de ces sujets. Pour la NFH, c'est important également pour réfléchir à des plans d'accompagnement sur ces questions-là. Donc, ces enquêtes sont très intéressantes pour nous. D'ailleurs, nous savons que la FHF Nouvelle-Aquitaine travaille sur le sujet de l'attractivité. Nous sommes en lien avec la FHF Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet. Voilà sur les aspects un peu globaux. Oups. Alors, là aussi, pour resituer, mais plutôt sur le plan méthodologique, donc on est sur une première étape de restitution. Quand je dis première étape, c'est donc cet ensemble de webinaires qui s'est tenu au mois de juin, qui donc ont d'abord concerné les instances de la NFH et qui puis aujourd'hui donc concernent les établissements. Donc certains d'entre vous étaient très certainement au webinaire de mardi, donc consacré à la cartographie, et donc aujourd'hui on est sur le volet métier en tension. Alors pour être tout à fait complet sur ce dispositif, donc vous avez participé donc au recueil des données métiers, et comme ça a pu être dit mardi, on a vraiment eu une participation extrêmement importante qui fait que globalement toutes les données dont on dispose à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine sont extrêmement fiables. Ça c'est vraiment un élément important, y compris dans des restitutions qui sont prévues vis-à-vis de partenaires que peuvent être l'agence régionale de santé, le conseil régional ou encore les missions locales, pour aussi soutenir toute la dynamique de recrutement et essayer aussi de faire en sorte que les initiatives convergent pour favoriser en fait le recrutement au niveau de la fonction publique hospitalière. Donc ce recueil de données, cette enquête, dont on va voir qu'elle a eu un taux de participation aussi important, et puis deux autres volets qu'on ne va pas vous restituer aujourd'hui, mais qui sont aussi des éléments importants. D'une part, une enquête sur les personnels médicaux, sur lequel on a eu un premier temps de restitution hier. On est vraiment sur le même esprit de démarche, avec l'enjeu de la gestion prévisionnelle, mais cette fois-ci au niveau du personnel médical, pour utiliser à la fois la question des postes vacants, des départs en retraite, des mutations aussi sur le plan médical qui font qu'on n'a peut-être pas les mêmes besoins demain qu'aujourd'hui, et derrière ça, nourrir aussi des réflexions sur la formation des médecins au plan des internes et des spécialités notamment. Donc, un enjeu aussi pour la NFH de couvrir l'ensemble des personnels. Et puis, le dernier élément, donc il a aussi un enjeu peut-être aussi tout particulier suite au Covid, c'est la question des modalités de formation, de l'adaptation des modalités de formation aux soignants, aux socio-éducatifs et aux médecins. Aujourd'hui, dans l'univers de la fonction publique hospitalière, le présentiel est encore la modalité la plus utilisée, voire peut-être pas uniquement, mais enfin utilisée de manière extrêmement prépondérante. L'épisode du Covid, mais pas que, aussi toutes les initiatives innovantes d'établissements montrent qu'il y a un intérêt aussi à introduire une partie de distanciel. Et puis il y a aussi plein d'autres modalités que peuvent être la simulation ou les actions de formation en situation de travail qui peuvent aussi avoir un intérêt, et pour lequel donc la NFH veut soutenir cette action. Donc on a aussi cet élément-là pour lequel on est en train de collecter des informations pour aussi pouvoir donner des orientations aux instances de la NFH. Donc en fait, voilà, c'est donc l'ensemble du dispositif.
Donc, cette notion de restitution et d'exploitation des résultats, elle est vraiment double et c'est vraiment une particularité dans le travail que nous demande l'ANFH, c'est-à-dire qu'elle doit nourrir d'une part les politiques de l'ANFH et aussi ses liens et ses demandes vers les partenaires institutionnels et également avoir un retour aux établissements. Donc, comme j'avais pu l'évoquer à ceux qui étaient là mardi, d'ici fin juin, donc les établissements vont recevoir leur rapport cartographie des métiers. Donc, c'est uniquement sur la partie cartographie des métiers, pas sur la partie métiers en tension, où là, vous aurez le rapport régional uniquement. Et vous aurez donc aussi la possibilité d'accéder au croiseur en ligne, donc un outil qui vous permettra d'affiner vos résultats en termes de cartographie. C'est important vraiment d'avoir en tête qu'il y a bien ces deux éléments qui peuvent se nourrir l'un l'autre. Et puis, à partir de septembre-octobre, et donc Sylvie Tecpo, je pense qu'il reviendra en fin de webinaire, des restitutions et des ateliers sectoriels vous seront proposés. Un des éléments importants, effectivement, de toutes ces enquêtes et ces études, ce sont à la fois des photographies, des aides à la décision, mais un des éléments essentiels, c'est vraiment l'appropriation des résultats et voir quel levier on peut activer à partir de ces constats, qu'il s'agisse de l'ANFH, des établissements, de groupements, également qu'ils soient formels ou informels, pour vraiment essayer d'activer les leviers les plus importants. C'est d'autant plus vrai sur les métiers en tension, sur lesquels les réponses sont bien évidemment pas uniques, mais vraiment dépendent de nombreux facteurs et de nombreux intervenants. Alors, en termes de méthodologie, donc rapidement pour vous expliquer comment on a travaillé cette approche sur les métiers en tension. Donc, une double approche en termes de constat, évaluer à la fois la perception des établissements vis-à-vis de ces difficultés. Est-ce que par rapport à tel ou tel métier, vous avez fréquemment des difficultés ou peut-être moins souvent? Et puis aussi, quels sont les postes non pourvus? Ça nous donne une double lecture qui est intéressante pour voir aussi quelle est est-ce qu'on est plutôt sur des choses qui sont un peu structurelles, pour lesquelles les postes vacants sont entre guillemets installés dans les établissements et il y a une vraie problématique à long terme, ou est-ce qu'on est plutôt sur des problèmes récurrents? On y reviendra avec la typologie des métiers en tension. Et puis on a aussi demandé aux établissements, hein, donc à vous-même, quelles sont les raisons que vous percevez pour ces difficultés et quelles sont aussi les solutions auxquelles vous avez recours pour pallier à ces difficultés. Donc, cette enquête, elle est adressée à l'ensemble des établissements de Nouvelle-Aquitaine pour la fonction publique hospitalière, donc à la fois les sanitaires, les médico-sociaux et les établissements du secteur de l'enfance. C'est important parce qu'on voit qu'on a beaucoup d'enquêtes qui peuvent être uniquement sur le sanitaire ou par exemple uniquement sur les personnes âgées. Là, il y avait réellement la volonté de couvrir l'ensemble du spectre des activités de la FPH, avec, par exemple, vous allez voir dans les résultats, des éléments concernant le secteur du handicap ou de l'enfance qui sont en général moins perçus dans des enquêtes qui peuvent être axées purement sur le sanitaire. Les personnes qui ont répondu à cette enquête donc, étaient les personnes en charge des ressources humaines, hein, donc selon les établissements, le directeur de l'établissement, le DRH ou le responsable des ressources humaines. Pour donc mener ces enquêtes, donc on a à la fois fait des enquêtes par mail et puis aussi des relances téléphoniques. C'est important pour avoir un taux de réponse suffisant et donc que l'enquête soit réellement représentative. Et donc, voilà, on a appliqué la méthode des quotas pour faire en sorte qu'à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine, les résultats soient fiables et représentatifs. Donc, 60% des établissements ont répondu avec donc cette représentativité par secteur et par département. Donc, ça nous donne vraiment un très bon niveau de fiabilité sur les résultats. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, voilà, on peut vraiment considérer que c'est des constats qui sont tout à fait cohérents sur votre secteur. Alors, encore une fois, hein, on va arriver sur la partie plutôt vraiment résultats. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux résultats qui sont présentés. Donc, les métiers en tension dans la fonction publique hospitalière. Donc, là déjà, un constat qui a plutôt vocation à vous présenter les métiers en tant que tels et la typologie de métiers en tension, puisque tous n'ont pas les mêmes problématiques. Alors, on est sur le premier éclairage sur les métiers en tension. Donc, comme vous voyez, donc on a questionné les établissements sur les métiers sur lesquels des difficultés de recrutement étaient rencontrées, soit souvent, donc en noir, soit de temps en temps en orange. Donc là, les métiers sont classés selon les difficultés de recrutement, souvent, par ordre décroissant. Donc, vous voyez, on a à peu près une vingtaine de métiers qu'on pourrait qualifier en tension forte, c'est-à-dire qu'un grand nombre d'établissements rencontrent souvent des difficultés.
Et donc, vous allez vous voir apparaître dans les premiers métiers les infirmières de bloc opératoire 100%. Alors, quand on dit 100%, c'est 100% des établissements qui ont ce métier. Bien évidemment, pour les infirmières de bloc opératoire, notamment les EHPAD, en fait, ne répondent pas. Le questionnaire étant fait pour qu'effectivement, il y ait la prise en compte de ces particularités de métier. Donc, 100% des établissements considèrent avoir souvent des difficultés de recrutement des infirmières de bloc opératoire, 78% souvent des difficultés de recrutement d'orthophonistes, ou encore 74% des difficultés de recrutement des médecins du travail. Alors, je vois une remarque sur les médecins coordonnateurs d'EHPAD. Vous avez entièrement raison. C'est quelque chose effectivement qui nous a été remonté. Alors, on l'a introduit en fait dans la partie médicale, mais je pense qu'effectivement ça nous aidera aussi à évoluer, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement c'est un élément qui nous était très très souvent remonté, et on verra comment articuler ces deux enquêtes. Mais on est bien d'accord, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des difficultés qui sont extrêmement fortes et qui ont été aussi relevées dans l'enquête sur les personnels médicaux. Donc là, vous voyez, on va retrouver en fait dans cette vingtaine de métiers, alors non seulement les métiers infirmiers et ces déclinaisons au travers des IAD, des infirmières de bloc opératoire et dans une moindre mesure des infirmiers puères, des métiers également de la rééducation, les masseurs kinés, les orthophonistes, on le développera ensuite, les ergothérapeutes, mais aussi, et ça c'est quelque chose de nouveau dont on pense à la fois parce que le phénomène s'est très certainement accéléré, mais aussi parce qu'on a des enquêtes qui sont plus fines. On voit apparaître assez rapidement dans les métiers qui posent des soucis, les métiers socio-éducatifs, que ce soit les encadrants, les AMP ou les éducateurs techniques spécialisés. Et puis, de manière alors peut-être plus marginale, mais aussi parce qu'on sait classiquement que les RH, en fait, vont peut-être plutôt s'exprimer sur les soignants. On a aussi un certain nombre de métiers non soignants, que sont les cuisiniers. Ça, on sait que régulièrement, dans les enquêtes de Pôle emploi, c'est vraiment un des métiers qui, de manière générale, pas spécifiquement sur le champ sanitaire et social, pose des problèmes majeurs de recrutement. Les agents de maintenance générale des bâtiments, les agents de bionettoyage. Donc, ça aussi, c'est un point d'intérêt. On peut aussi avoir des problématiques de recrutement qui ne s'arrêtent pas au cœur de métier des établissements. Deuxième grille de lecture, donc sur les postes vacants. Donc, je vous le disais, on a essayé de croiser donc à la fois la perception des difficultés et les postes vacants, qui sont bien évidemment aussi une indication de la difficulté à recruter dans le temps. Donc là, vous avez, donc on a évalué à l'échelle de la région et toujours en fonction des postes vacants que nous ont remonté les établissements, l'estimation, le plus-moins, en gros, c'est environ 120, et le pourcentage. Donc là, les métiers sont classés d'abord par taux de postes vacants. Donc si vous prenez par exemple les moniteurs éducateurs, on évalue à environ 24% des postes qui sont vacants dans la région. Vous imaginez bien évidemment que ça peut avoir des impacts en termes à la fois au niveau des personnels, mais aussi au niveau des résidents. Donc, on va retrouver dans ces postes vacants, ces taux de postes vacants les plus importants, un grand nombre de métiers socio-éducatifs, mais aussi des métiers de la rééducation comme ergothérapeute ou psychomotricien. L'autre lecture, c'est la lecture en termes de volume. Alors là, évidemment, on va retrouver les métiers qui sont déjà le plus important à l'échelle de la fonction publique hospitalière. Et donc, on voit qu'à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 810 postes qui sont vacants et à peu près 500 postes qui sont vacants. Alors, on n'a pas forcément les réponses en termes de cabinet d'études. Ce qu'on peut par contre questionner, c'est est-ce qu'on est toujours dans une situation où certains établissements ont des difficultés, mais moins d'autres, qui est effectivement le discours qu'on pouvait tenir jusqu'à présent sur le fait de dire c'est moins un problème de volume global qu'un problème de type d'établissement ayant des difficultés à recruter. Aujourd'hui, c'est plus une interrogation. Est-ce que réellement le volume de personnel disponible est suffisant, suffisant en tout cas pour la fonction publique hospitalière. Donc ça, c'est, je pense, des éléments, peut-être aujourd'hui, si vous avez déjà des réponses, mais dans les ateliers qui seront importants, parce que bien évidemment, les leviers pour favoriser le recrutement ne seront pas les mêmes si on a ou pas suffisamment de personnel au global à l'échelle de la région ou si réellement il y a un déficit de professionnels.
Alors, avec ces deux indicateurs-là, donc j'espère que c'est pas trop, j'essaye d'être le plus pédagogique possible. On voulait vous proposer une lecture avec donc ces deux indicateurs qui montrent en fait des types de problématiques qui peuvent être différents. Donc on a croisé les difficultés de recrutement ressenties. Donc plus un métier va être haut dans ce graphe, plus la part des établissements qui ont des difficultés de recrutement est importante. Donc, on va retrouver notre métier d'infirmière de bloc et les orthophonistes, mais aussi la part des postes non pourvus. Donc, plus un métier est à droite, plus la part des postes non pourvus est importante. Ça veut dire qu'avec ce croisement, on a deux métiers qui vont ressortir comme étant les plus critiques, le métier d'orthophoniste et le métier de masseur-kinésithérapeute. On a plus de 6 établissements sur 10 qui rencontrent souvent des difficultés de recrutement et un taux de postes vacants qui est supérieur à 12%. Ce qu'on peut se dire dans ces situations, c'est qu'on n'est pas seulement en train d'essayer de recruter en permanence. Les établissements, donc vous-même, êtes aussi dans la recherche d'alternatives, puisqu'on voit bien que c'est des problématiques qui sont installées. Donc, on le verra tout à l'heure, ça peut être remplacé par d'autres métiers, d'autres solutions. Et on peut se dire aussi que ça peut avoir un impact potentiel sur la continuité des soins de rééducation avec, par exemple, une vraie difficulté à avoir des orthophonistes pour rendre ce service, ou en tout cas cette forme de prise en charge aux résidents dans les établissements. Ensuite, on a un deuxième type d'établissement, donc là, avec une part de postes non pourvus qui est toujours élevée, mais une difficulté de recrutement qui est un petit peu moins perçue. Donc là, on va être sur des métiers qui sont moins présents dans la fonction publique hospitalière. Par contre, les établissements qui emploient ces métiers, donc principalement les établissements du secteur de l'enfance ou du secteur du handicap ou certaines de ces structures au sein de centres hospitaliers psychiatriques, ont des vraies difficultés de recrutement, jusqu'à donc un établissement sur 3, avec des taux de postes vacants qui peuvent monter à 15-20%. Donc là aussi, on a cette problématique de trouver des alternatives dans certains cas à ces métiers et aussi des problématiques qui peuvent être la possibilité de cette forme de prise en charge dans les établissements du secteur du handicap et de l'enfance. Ça, c'est vraiment un élément qui est intéressant pour la Nouvelle-Aquitaine. Moins d'établissements sont effectivement concernés, mais pour ces établissements-là, les difficultés peuvent être critiques. Sylvie, oui, je crois que tu veux ajouter quelque chose. Oui, on a une remarque sur les assistants familiaux, oui, effectivement, qui n'apparaissent pas, et très peu, mais je pense que c'est lié au fait qu'on a peu de structures dans la région qui utilisent, qui ont besoin de ces professionnels-là. Donc, ils n'ont pas dû sortir. Je pense que ça vient de là. Tout à fait. En revanche, vous avez vu, pour le secteur de l'enfance notamment, et du handicap, l'hypercriticité des moniteurs éducateurs au niveau de la part des postes non pourvus. On est quand même avec une part des postes non pourvus très élevée. Alors, on a eu lors de précédentes présentations des éléments explicatifs qui peuvent être notamment liés à des différentiels de rémunération entre la fonction publique hospitalière et la territoriale, en fait. En tout cas, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était le cas. Donc, il est possible que ce soit aussi un des éléments d'explication pour votre région. Alors, troisième type de métier en tension, et là, on va vraiment être sur une typologie un petit peu différente. Là, vous voyez, on va retrouver les trois métiers infirmiers, infirmière de soins en soins généraux, infirmière, donc les IAD et les IBOD. Donc là, on a au moins 6 établissements sur 10 de la FPH qui rencontrent des difficultés fréquentes de recrutement, et on a certains postes non pourvus. Par contre, on est sur des taux de postes non pourvus qui sont plus faibles, de l'ordre de 4%. Donc, on n'est pas sur la même problématique en termes de ressources humaines. On est plutôt sur une question de gestion en flux tendu, avec des problématiques de remplacement, de renouvellement des personnels, donc des services RH et aussi derrière des services, puisque bien évidemment, ça a aussi des impacts en termes de planning, qui vont donc être un peu en permanence en train de gérer aussi ces difficultés, de pas forcément de professionnels pour le week-end ou pour des nuits ou pour des périodes qui vont être plus tendues l'été. Donc voilà, là vraiment un impact en termes de RH. Au final, il manque relativement et peu de professionnels, mais ça induit des problématiques d'organisation qui peuvent être très, très importantes et de vraies difficultés à avoir en permanence en poste le bon nombre de professionnels.
Et donc, quatrième type de métier en tension. Donc là, c'est un petit peu plus hétérogène et avec voilà, une amplitude assez importante. Donc là, on va avoir, selon le métier, donc des difficultés fréquentes de recrutement, jusqu'à un établissement sur 2 qui rencontre des difficultés, et aussi certains postes non pourvus. Alors, on va s'arrêter sur le métier d'aide-soignant. Donc, vous voyez qu'il est presque à la limite entre les deux niveaux de difficulté, avec voilà, près de un établissement sur 2 qui a des difficultés fréquentes. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, on a des postes vacants au niveau de la région. Donc là aussi, relativement peu en pourcentage, mais ça représente tout de même un volume important. Donc, on est dans les mêmes problématiques de gestion en flux tendu, difficultés potentielles de remplacement des professionnels et de renouvellement. Et ce phénomène-là, c'est vraiment un phénomène qu'on a vu monter depuis ces 2 dernières années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très caractéristique de ce qui est rencontré actuellement. Et puis, on va avoir donc d'autres métiers sur lesquels on peut avoir des difficultés voilà, presque aussi importantes ou un petit peu moins, donc que ce soit les manipulateurs en électroradiologie médicale, les infirmiers, infirmières puères, les sages-femmes et les éducateurs techniques spécialisés. Vous voyez, ces éléments-là, ils peuvent être… Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y a eu un changement de diapositive imprévu. Alors, on va continuer donc sur les raisons perçues par les établissements. Alors, une fois effectivement qu'on a cette photographie, c'est important de savoir quelles sont les raisons qui sont perçues par les établissements. Et bien évidemment, ça donne aussi des indications sur les leviers qui sont possibles ou non d'activer. Alors, déjà, sur la question de y a-t-il assez de professionnels, on a 9 établissements sur 10 qui considèrent effectivement avoir un manque de candidats avec le diplôme recherché. On peut avoir 2 lectures en fait de ce constat, à la fois un manque de professionnels qui sont disponibles, mais il peut y avoir aussi une interprétation un petit peu différente qui est la notion de candidature. On travaille avec beaucoup de secteurs d'activité, dont des secteurs d'activité qui sont passés d'une logique qui était plutôt de réception de candidature, donc une logique plutôt de voilà, on a des demandes et on gère ces demandes, à une logique de vraie proactivité vers les candidats potentiels avec des actions que certains de vos établissements mènent très certainement déjà, de portes ouvertes, de communication plus forte, de réflexion sur également la présentation des offres d'emploi. Enfin voilà, toute une démarche. Donc ça, c'est aussi un questionnement qu'en tant que cabinet, on peut poser sur quid en fait de cette démarche-là pour aller chercher des candidats. Peut-être voilà une démarche plus nécessaire aujourd'hui. Dans les 3 principaux freins, et donc là aussi ce sont des éléments importants, y compris dans un contexte de Ségur de la santé où le sujet, y compris sur le plan médiatique, est largement repris. Donc premier frein, la rémunération. Plus de 6 établissements sur 10 considèrent que c'est le premier frein. La situation géographique de l'établissement, 5 établissements sur 10. On sait aujourd'hui aussi qu'on a non seulement la question de la ruralité, mais qu'on peut aussi avoir la question du coût de la vie. On l'a vu alors de manière encore plus marquée en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la métropole lyonnaise. Ce coût de la vie peut être un frein. Peut-être que c'est aussi un des éléments explicatifs, par exemple, sur la métropole bordelaise, avec un coût de la vie qui augmente et du coup, pour des personnes qui ont des rémunérations plus faibles, une difficulté à accéder au logement et donc un frein par rapport au recrutement sur ces zones-là. Et puis, le dernier élément qui est confirmé aussi par la suite des résultats, le type d'activité ou de service, où on voit qu'on peut avoir des difficultés plus importantes sur le secteur des personnes âgées, la psychiatrie ou encore le handicap. Et puis, un autre élément qui va jouer en particulier sur certains métiers, comme les métiers de la rééducation, la quotité de temps de travail, le fait de travailler à temps partiel ou encore le poste proposé. Là, on est plutôt sur les aides-soignants, les infirmiers, le travail de nuit ou le fait d'être aussi réparti sur plusieurs services que donc 2 établissements sur 10 sites. Ce sont des freins, donc à la fois, voilà, on peut en tirer des conclusions un peu globales, mais c'est important de voir que selon le secteur d'activité et selon les métiers, on va avoir des freins qui vont être extrêmement variables. Alors, au niveau des secteurs d'activité, donc là, vous avez les chiffres qu'on a vus tout à l'heure de manière globale, et puis la pondération par secteur d'activité. On voit que sur le sanitaire, les éléments qui sont plus différenciés, c'est l'aspect de la rémunération, qui apparaît vraiment nettement plus un frein, par exemple, que sur le secteur des personnes âgées, et la situation géographique également, avec peut-être une difficulté à capter des professionnels
plus importantes dans le sanitaire en fonction de la situation géographique. On peut penser par exemple aux centres hospitaliers de proximité qui vont avoir des difficultés plus importantes que les centres hospitaliers qui sont dans des métropoles. Si on regarde le secteur des personnes âgées, ce qui est plus différenciant donc en vert, c'est le manque de candidats. Donc il y a une perception de la part des établissements d'avoir moins de candidats que ce que peut avoir par exemple le sanitaire ou le secteur de l'handicap et de l'enfance. L'autre élément plus marqué, c'est le type d'activité, donc vraiment le sentiment du secteur personnes âgées, et pas que le sentiment, en tout cas, voilà, vraiment une perception d'avoir un frein lié au type d'activité. On le reverra avec un certain nombre de citations de vos établissements. Et puis, la quotité de travail, donc le temps partiel, qui est un frein supplémentaire au recrutement dans le secteur des EHPAD. Sur le secteur du handicap et de l'enfance, l'élément de rémunération qui apparaît marqué aussi, notamment parce qu'un certain nombre de métiers peuvent être effectués en libéral. Et puis, 3 facteurs qui sont très, très nets aussi. Le type d'activité, donc le fait voilà, de travailler dans le secteur du handicap, par exemple, peut être un frein. La quantité de temps de travail et le poste de travail proposé. Là, on a vraiment 2 éléments qui sont très marqués, notamment la répartition sur plusieurs services, dont on sait que ça peut être une caractéristique dans ce type d'établissement. Donc, on voit bien en fait la logique sectorielle. Sylvie Tecpo aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est aussi l'idée dans les ateliers de travail qui font suite à cette démarche de pouvoir aussi travailler à l'échelle de secteurs d'activité. Si on s'intéresse ensuite au métier, donc là toujours la même chose, hein, vous avez donc la répartition globale et ensuite les différents métiers. Alors on a fait ce travail uniquement sur des métiers qui sont suffisamment représentatifs à l'échelle régionale, sinon les bases sont insuffisantes pour qu'on ait des résultats qui soient solides. Donc si on regarde l'élément de rémunération, on voit bien qu'effectivement ils vont jouer de manière plus ou moins importante selon les métiers. On a un élément de rémunération qui est voilà, décisif sur le frein au recrutement des kinés, des orthophonistes, des médecins du travail également, mais on voit quand même que c'est un élément qui va jouer à 62% pour les infirmiers en soins généraux et à 49% sur les aides-soignants. Le type d'activité, donc là aussi c'est assez marqué, on voit que c'est un frein, donc le fait d'être en EHPAD ou par exemple en secteur psychiatrique ou dans le secteur du handicap, ça peut être un frein plus marqué pour les infirmiers en soins généraux, pour les aides-soignants. Donc là, vraiment, c'est 3 quarts pour lequel on voit que le secteur d'activité est un frein. Et les aides médico-psychologiques pour lesquelles ça peut être un frein également. Alors, je vois effectivement une question sur les cadres de santé. Alors effectivement, les difficultés sont là, on le voit dans les résultats, mais on n'a pas suffisamment de volume d'établissements qui ont fait part de difficultés majeures pour pouvoir faire cette analyse. En fait, cette analyse, elle a été faite dès lors qu'un nombre élevé d'établissements exprimait des difficultés majeures. Donc là aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En tout cas, pas suffisamment critique à l'échelle de la région pour qu'on puisse produire cette analyse. Si on regarde la quantité de temps de travail, donc là, on voit aussi que c'est très, très lié donc à des métiers de rééducation, les ergothérapeutes, les orthophonistes, et puis également la question des médecins du travail qui revient donc régulièrement. Donc là aussi, il y a à la fois les résultats globaux qui sont importants à entendre, puisque on a quand même des tendances vraiment nettes qui se dégagent, mais aussi de descendre au niveau des métiers, chaque métier ayant des problématiques spécifiques, et donc aussi des leviers potentiels qui sont différents. Alors, quelques ce qu'on appelle les verbatims, donc des choses qui nous ont été dites dans le cadre des enquêtes, soit lorsqu'on a eu les établissements au téléphone, soit qui ont pu être mis dans les réponses par web. Des éléments, alors qui malheureusement vont pas vous étonner, d'images des EHPAD avec la problématique de l'image qui est renvoyée dans les médias et qui pénalise en fait l'attractivité des EHPAD. On a une direction de structure aussi qui évoque le fait que les EHPAD sont perçus comme une solution dégradée. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un établissement avec une valorisation du maintien à domicile et la nécessité aussi de repositionner cette aide, cette prise en charge en fait médico-sociale pour aussi redonner une certaine fierté aux professionnels et reprendre aussi le sens de la mission d'un EHPAD.
L'accessibilité, donc effectivement, le problème de la ruralité qui constitue un frein pour recruter les personnels. Le fait de dire aussi on ne reçoit pas de candidature, ça n'intéresse pas. Alors ça fait un petit peu écho à ce que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des possibilités aussi d'être dans une démarche qui fait que peut-être l'établissement dépendra moins aussi des candidatures qui sont réceptionnées. Un point qui revient assez souvent, y compris dans d'autres secteurs d'activité, la question de la représentation des métiers et des activités par les jeunes candidats. Un établissement nous dit les jeunes candidats ont des exigences parfois en total décalage avec la réalité de l'activité et du secteur, tant sur le plan salarial que sur le plan horaire. Donc là aussi, très certainement des choses à faire en amont, dans, par exemple, l'intervention dans les écoles, et puis aussi une vraie question de fond sur comment faire en sorte de pouvoir aussi capter des jeunes dans ce contexte. Sur le point qu'on évoquait tout à l'heure, sur la question du flux tendu, donc un établissement nous dit c'est effectivement un problème à la fois sur les ASH et sur les aides-soignants, avec des difficultés de sérieux des candidatures, des personnes qui viennent se présenter pour un CDD, l'établissement présente l'établissement et au final, les personnes ne viennent pas. Et puis une difficulté aussi, et là aussi qu'on entend de plus en plus, une difficulté de fidélisation des aides-soignants, avec des aides-soignants qui ne vont pas rester sur un poste et prévoir une titularisation. Voilà, c'est perçu comme le fait de ne pas être fidèle à la structure. Là aussi, que ce soit dans le secteur sanitaire et social, mais aussi dans d'autres secteurs, on voit bien qu'il y a une question aussi de relation en fait à la fonction publique, à la titularisation, avec ce qu'on voit dans les cartographies des métiers, de plus en plus de postes en contractuel, et aussi une question aussi de titularisation qui peut être perçue comme moins attractive qu'elle n'a pu l'être par le passé vis-à-vis des professionnels. Voilà, la même chose sur les postes infirmiers, un turnover important, des personnes recrutées qui ne recherchent pas forcément des postes fixes, et puis une titularisation qui apparaît peu attractive, alors à la fois pour des questions de rémunération, mais aussi pour des questions plutôt de relation à l'emploi et de moindre recherche de sécurité, mais plutôt une carrière qui serait plus mobile en termes de statut ou de poste. Voilà, donc pour illustrer un petit peu les éléments au-delà des chiffres. En termes de solutions auxquelles les établissements ont recours pour faire face à ces difficultés, alors je le dis à chaque fois dans ces webinaires, mais c'est vraiment solutions avec des guillemets. On ne dit pas que ce sont les solutions pérennes, mais en tout cas, c'est ce qu'induit le manque de recrutement pour les établissements. Et derrière les solutions sont aussi des impacts, et c'est aussi pour ça que ça nous semblait important de questionner sur ces solutions. Alors, on a donc demandé aux établissements quelles étaient tout d'abord les solutions internes qu'ils adoptaient pour pallier aux difficultés de recrutement. Là, vous avez donc les différentes solutions qui sont mobilisées par ordre décroissant. Donc, la réorganisation du travail, 67% des établissements. Le rappel d'agents en repos, 66% des établissements. Donc là, on voit bien que c'est aussi une solution par défaut, puisqu'elle peut avoir aussi à terme un impact sur la qualité de vie au travail et la qualité de vie personnelle des professionnels. Les heures supplémentaires mobilisées par près de 60% des établissements. Ce que j'évoquais tout à l'heure, donc le recours à des faisant fonction ou à des métiers approchants. On va l'avoir sur les kinés. On voit aussi sur les cartographies des métiers de plus en plus d'éducateurs sportifs. On voit aussi que dans les aides-soignants, on peut avoir des logiques de mission sur de l'aide à la marche, donc des glissements en fait sur ces tâches qui vont plutôt toucher des métiers qui structurellement posent des problèmes de recrutement. Ça fait plusieurs années que les établissements ont des grosses difficultés et donc les établissements sont amenés à trouver d'autres solutions. Et puis la promotion professionnelle du personnel qui de fait intéresse tout particulièrement l'ANFH, donc qui est mobilisée par près d'un établissement sur deux, et donc je donnerai la parole tout à l'heure à Sylvie Tecpo aussi pour pouvoir réagir sur ce point-là. Et le dernier point, donc près de 4 établissements sur 10 qui, en fait, pour favoriser donc le recrutement ou la fidélisation du personnel, vont stagiairiser ou, entre guillemets, CDiser plus rapidement les professionnels. J'ai passé la parole à Sylvie Tecpo, donc par rapport à cette question de la promotion professionnelle et à du coup une prise de parole aussi d'un établissement qui effectivement fait le constat de besoins en promotion professionnelle qui peuvent aller au-delà des financements qui sont disponibles
en matière de paix. Oui, c'est tout à fait la difficulté que nous avons. Ça fait plusieurs années qu'à l'échelle de la région, nous avions beaucoup de demandes d'études promotionnelles et ne sommes pas en capacité de les financer à hauteur des demandes. C'est vrai que depuis 2 ans, on a une explosion des demandes d'études promotionnelles. Ça se confirme cette année. On est en train justement de faire nos scénarios de financement. On va essayer, normalement, on devrait pouvoir en prendre plus, mais il y a tellement de demandes, tout établissement confondu, qu'on voit bien que, en tout cas avec les fonds de la fonction publique hospitalière, des cotisations de la NFH, on n'arrive pas à faire face à ce raz-de-marée de demandes liées à vos difficultés de recrutement, en fait. D'ailleurs, je fais un lien avec les faisans fonction dans l'enquête, dans la cartographie, les 2 métiers qui apparaissent avec des faisans fonction où il y a le plus de volume sont IBOD et AS de mémoire. Et donc, c'est pas étonnant, puisque de fait, on est en difficulté sur ces métiers. Alors nous, ce type d'enquête, ça nous permet d'aller voir nos partenaires, notamment l'ARS ou le conseil régional, pour montrer effectivement les difficultés que vous avez, chiffrées dans les chiffres d'avant. On voit bien le volume de professionnels. J'ai en tête 800, je crois que c'est 800 AS, je sais plus. Pareil, à peu près pareil en infirmier à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça nous permet d'aller chercher des financements complémentaires. Jusque-là, l'ARS nous a accompagnés, mais on va aller voir également le conseil régional pour aller chercher des financements complémentaires pour que ces professionnels puissent partir en études promotionnelles. Voilà. Pour cet élément qui est effectivement extrêmement important. Juste peut-être quelques autres solutions. Alors, c'est dans un sondage, vous avez toujours la possibilité de compléter par d'autres choses que ce qu'on vous propose. Quelques éléments intéressants. Alors, je ne sais pas si on doit appeler ça un glissement de tâches, mais on est sur, par exemple, des solutions qui peuvent être le remplacement d'infirmiers par le cadre, et l'établissement cite aussi au détriment de sa fonction de management. L'accompagnement vers la VAE, donc on est toujours dans cette logique de promotion professionnelle, mais avec le dispositif de VAE. Et puis des établissements aussi qui indiquent mobiliser toutes ces démarches-là proactives pour aussi développer l'attractivité de l'établissement et de ses métiers. Donc, l'organisation d'un forum de recrutement pour les métiers de la santé, le fait de gérer un vivier de candidats, donc des candidats pour lesquels on n'a peut-être pas de besoins immédiats, mais qui pourront être appelés de manière plus rapide quand le besoin sera présent, l'utilisation de la prime grand âge pour chercher des ASH ou la mutation de personnel venant d'autres versants de la fonction publique. Donc, on a aussi un certain nombre d'éléments qui peuvent être des éléments à mobiliser. D'ailleurs, dans ce cadre-là, en fait, il y a un travail intéressant qui a été fait à l'échelle nationale par la FHF pour aussi identifier avec des professionnels les bonnes pratiques pour développer l'attractivité au sens du recrutement, mais aussi au sens de la fidélisation des professionnels. Alors, avant d'arriver aux solutions externes, donc là aussi, les solutions, elles sont différemment mobilisées selon les métiers qui sont concernés. Le rappel d'agents en repos, par exemple, vous voyez qu'on est sur des niveaux assez différents entre orthophonistes et infirmiers. Et là, on retrouve bien cette problématique de métiers qui sont vraiment en flux tendu, avec une vraie difficulté à assurer la continuité de service, puisqu'on a plus de 8 établissements sur 10 qui vont rappeler des agents en repos pour des infirmiers, des aides-soignants et près de 3/4 pour les AMP. Sur les faisans fonction, donc comme l'évoquait aussi Sylvie Tecpo, on va avoir ce phénomène de recours à des faisans fonction ou des métiers approchants. Alors, c'est particulièrement marqué pour les aides-soignants, 3/4. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement un lien entre cette difficulté de recrutement et le recours à des faisans fonction. Il peut y avoir des problématiques de budget de la part des EHPAD, mais c'est aussi cette difficulté de recrutement. Pour les AMP, alors ça, c'est un phénomène qu'on avait peut-être moins vu, mais c'est vrai aussi pour 65%. Et puis, vous voyez, par exemple, pour les infirmiers, donc 1 sur 2. Ça pose aussi des questions sur toujours ces notions aussi de glissement de tâches. Et puis la promotion professionnelle, donc qui est à peu près sur un établissement sur 2, les kinés étant un peu plus marqués. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est mobilisé par les établissements pour justement pallier à des difficultés de recrutement. Donc là, on était sur les solutions internes
aux établissements. Comme le faisait remarquer un des participants, on a vraiment cette problématique-là de recours à l'intérim. Alors, on ne l'avait pas quantifié jusque-là, en tout cas pas depuis 2019, puisque c'est un élément qui n'était pas dans les enquêtes que la NFH nous demandait de déployer. Aujourd'hui, en fait, il y a des éléments extrêmement intéressants, puisqu'on voit que ce recours à l'intérim, il est adopté par près d'un établissement sur deux. C'est un constat qu'on a pu faire aussi en région centre, avec ce recours à l'intérim qui est, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la solution entre guillemets, c'est-à-dire que c'est effectivement une solution pour assurer la continuité du service, mais ça pose un certain nombre, voire beaucoup de problématiques en termes sur le plan financier. Donc vraiment, première solution de loin utilisée au plan externe. La deuxième solution, à peu près au même niveau que les vacataires, donc on va voir le recrutement sur des métiers approchants, le recours à des vacataires ou libéraux. Et puis, on a des solutions qui sont un petit peu moins mobilisées aujourd'hui et qui peut-être sont intéressantes à investiguer. La question de la mutualisation des personnels avec un ou plusieurs établissements. On était hier sur le volet médical avec une initiative de plusieurs régions qui sont en train de travailler sur une bourse à l'emploi qui permettra justement un peu plus facilement d'avoir recours ponctuellement à des professionnels d'autres établissements. Et puis, on a aussi donc le recours à un cabinet de recrutement, le recours à l'apprentissage qui est encore effectivement faible, mais qui est aussi lié au contexte réglementaire où l'accès à l'apprentissage est plus compliqué dans la fonction publique, et puis le recours à du personnel avec un diplôme étranger. Donc, vous voyez en fait que sur ces solutions-là, on a vraiment une mobilisation qui est extrêmement différente entre certaines solutions comme le recours à l'intérim qui apparaissent déjà très déployées, et puis d'autres qui sont mobilisées de manière beaucoup plus ponctuelle. Un commentaire par rapport à ça et qui va dans le sens du pourquoi du recours à l'intérim. Alors là aussi, je pense que on a un commentaire donc de la part d'un participant. L'indication, c'est de nous dire, par les infirmières, tous les postes sont pourvus. C'est en cas d'absence maladie, de congé que ça devient difficile, surtout sur les arrêts maladie de longue durée. Surtout quand c'est une infirmière, on doit avoir recours à l'intérim pour le remplacement. On a besoin de personnel 24 heures sur 24 et un roulement est mis en place. C'est pour ça que c'est compliqué quand une personne est absente. Donc, on a aussi le lien avec des congés qui sont des congés entre guillemets prévus, et puis des problématiques de maladie longue durée, ou aussi, pour refaire le lien avec la question du maintien dans l'emploi, les problématiques de fin de carrière pour les professionnels, avec des arrêts maladie aussi qui peuvent être récurrents du fait par exemple de troubles musculo-squelettiques ou d'autres problématiques. Sylvie, tu veux prendre la parole? Oui, je partage assez l'avis qu'il y a sur le chat, sur le fait que effectivement la formation professionnelle ne peut pas absorber tout ce qui n'est pas fait en formation initiale, et notamment sur la question de l'orientation vers des secteurs peu attractifs, et les médias ne nous aident pas. En revanche, la promotion professionnelle est également un facteur d'attractivité. Pour avoir travaillé longtemps dans d'autres secteurs, si vous êtes dans ce secteur depuis longtemps, ça vous paraît naturel d'accompagner totalement des professionnels vers d'autres métiers, en les rémunérant, en finançant leurs frais de déplacement, les frais pédagogiques, etc. Dans d'autres secteurs, cela n'existe pas du tout. Et ça, c'est un élément, et même dans d'autres secteurs qui peuvent être du secteur de la santé, je pense notamment au secteur privé non lucratif, qui ont des volumes beaucoup moins importants de financement de promotion professionnelle. Et c'est également un élément d'attractivité. Sauf qu'on arrive aux limites du système, c'est que cet ascenseur social de la fonction publique hospitalière est en train de remplir des rôles pour lesquels il n'est pas construit, quoi, en fait. Donc, c'est vrai que je partage l'avis, mais c'est aussi un élément d'attractivité. Tout à fait. Donc, effectivement, vous voyez bien qu'à la fois, donc ce diagnostic-là, il est important pour la fonction publique hospitalière, mais il est important aussi à partager avec les autres acteurs de la formation dans le sanitaire et social, puisque comme l'expliquait Sylvie Tecpo, on peut avoir des effets de vases communicants, mais qui, pour le coup, peuvent pas nécessairement communiquer, qui ont pour limite aussi les financements. Donc, d'où l'intérêt d'avoir effectivement un partage. Et donc, c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que je pense que Sylvie Tecpo vous l'indiquera, mais qu'une restitution aux institutionnels est également prévue. Donc, selon le métier, alors toujours pour rentrer de manière un petit peu plus précise, donc le recours à l'intérim, donc vous voyez, en fait, il est principalement mobilisé
ou en tout cas le plus mobilisé pour les infirmiers en soins généraux. On a 3/4 des établissements qui ont recours à l'intérim, 6 établissements sur 10 pour les kinés, 6 établissements sur 10 sur les orthophonistes également. Et puis, on a quand même, et ça apparaît aussi un élément qui est relativement récent, près d'un établissement sur 2 qui a recours à l'intérim pour des aides-soignants. Si on regarde la mutualisation de personnel avec un ou plusieurs autres établissements, on voit que c'est quelque chose qui est assez spécifique à certains métiers. 1/3 sur les orthophonistes, donc un établissement sur 3 à peu près, mais aussi un établissement sur 5 sur les infirmiers en soins généraux. On sait que ça n'a pas que des apports, que des bénéfices. Ça pose souvent question sur le plan organisationnel. Ça peut aussi poser question sur l'attractivité des postes. Mais en tout cas, ça nous semble aussi des éléments qui peuvent être intéressants à investiguer, y compris pour des professionnels qui seraient plus dans une logique de mobilité. Et puis, le dernier point, donc, qui est aussi un point qui fait question au niveau de la fonction publique, donc le recours à l'apprentissage, où on se disait tout à l'heure qu'effectivement, on est sur un taux qui est faible, du fait de l'absence de contexte, de favorisant ce recours à l'apprentissage. On voit toutefois qu'il est mobilisé à la fois au niveau des orthophonistes et des masseurs kinés, bien moins au niveau des aides-soignants. Donc là aussi, comme pour les éléments précédents de constat sur les leviers, c'est intéressant de voir ce qui aujourd'hui est d'ores et déjà mobilisé, avec dans certains cas les impacts financiers, organisationnels ou sur les professionnels, et puis ce qui l'est moins et qui peut-être, et ça c'est plutôt à vous, ou en tout cas dans un cadre de réflexion collective, on pourra voir s'il y a des choses effectivement qui peuvent être activées dans la fonction publique hospitalière ou auprès d'autres acteurs. Quelques exemples de métiers en tension. Alors, on va passer rapidement. C'est plutôt pour vous dire le type d'information qui figurera dans le rapport global. Donc, sur les métiers les plus en difficulté, donc vous aurez donc systématiquement donc une fiche un peu signalétique avec les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on retrouve par exemple le fait qu'on a donc à peu près 500 postes vacants, enfin un peu plus de 500 postes vacants sur les infirmiers en soins généraux. Mais par contre, vous aurez aussi une carte. On a parlé des différences entre métiers, entre secteurs d'activité. Il y a bien évidemment aussi des différences entre territoires, avec la question de l'attractivité territoriale ou aussi de la configuration du secteur, puisque vous avez des départements qui vont être un petit peu plus sanitaires et d'autres un petit peu plus marqués sur les personnes âgées. Donc, vous voyez par exemple que pour les infirmiers, on a donc la Charente-Maritime qui est la plus critique, et à contrario, voilà, les Landes qui ont moins de difficultés. Si on regarde sur les métiers d'aide-soignant, on va avoir une carte, si vous regardez ne serait-ce que les couleurs avec une criticité qui est nettement différente. On a les Pyrénées-Atlantiques. Alors, j'ai une anti-sèche parce qu'effectivement, c'est un petit peu difficile de retenir tous les départements pour moi. Donc, les Pyrénées-Atlantiques qui apparaissent les plus critiques, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Creuse et la Corrèze, et les Deux-Sèvres également. Donc, vous voyez que c'est intéressant quand même de descendre aussi à ce niveau des départements, puisqu'on va avoir des problématiques locales qui peuvent être différentes. Ça veut dire aussi que dans les dynamiques de groupement, il peut y avoir des choses à faire qui sont vraiment à coordonner au plan local. Dernier exemple, donc sur les kinés. Donc là aussi, vous voyez qu'on a une carte qui est sensiblement différente, avec la Charente qui est le département qui est le plus critique sur le sujet, et puis des départements qui sont situés à peu près dans la même zone, donc la Charente-Maritime, la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze. Donc ces fiches ont été produites aussi pour d'autres métiers, donc ça vous permettra aussi de vous positionner par rapport à la fois votre secteur d'activité, mais aussi votre territoire. Voilà donc les éléments que je souhaitais partager avec vous, et que la NFH souhaitait donc par notre voix partager avec vous. Alors déjà merci, puisque vous êtes vraiment le premier webinaire à avoir réagi autant dans les questions et les réactions. C'est très très important pour nous d'avoir vos réactions. Avant de passer la parole à Sylvie Tecpo pour aussi vous présenter la suite, je vous invite, mais vraiment très très collectivement, à répondre au sondage qui s'affiche donc à droite de votre écran, dans la partie sondage.
comme j'ai pu l'évoquer rapidement en début de webinaire, cette modalité est nouvelle pour nous et pour la NFH. Et c'est particulièrement important pour nous de savoir si ce qu'on vous a présenté vous intéresse, s'il y a des choses qui vous ont étonné. Et puis aussi, et Sylvie Tecpo va le présenter de manière un peu plus complète, si vous êtes intéressé par le fait de participer aux ateliers qui seront organisés à partir de septembre-octobre sur un format plus interactif et que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc, d'ores et déjà, moi, je vous remercie pour vraiment votre participation active et je vais passer la parole à Sylvie Tecpo pour vous présenter donc les ateliers qui seront animés à partir de la rentrée. Oui, donc pour finir, on est parfaitement dans le timing, hein, il nous reste 3 minutes. Donc, merci Virginie pour avoir respecté ce temps. Maintenant, en fait, le travail ne fait que commencer. C'est que là, vous avez vraiment fait une synthèse de l'ensemble des informations que nous avions eues dans ces études. Donc, on a décidé, effectivement, avec les instances régionales, de réfléchir par secteur, parce que les problématiques ne sont absolument pas les mêmes, que vous soyez en EHPAD ou que vous soyez au sein d'un centre hospitalier ou dans un foyer d'enfance ou une structure de handicap. Donc, nous allons organiser des ateliers dès la rentrée, à partir du mois de septembre-octobre, même si la planification est quand même un peu compliquée cette année. On va faire, à l'échelle des centres hospitaliers, on fera une réunion à l'échelle de l'ensemble des centres hospitaliers de Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 80 établissements. Ensuite, on fera une réunion de l'ensemble des foyers de l'enfance et du secteur du handicap à l'échelle Nouvelle-Aquitaine également, parce que nous avons peu de structures pour pouvoir le faire localement. Et en revanche, pour les EHPAD, a priori, on fera des ateliers de restitution à l'échelle territoriale, c'est-à-dire un en Limousin, un en Aquitaine, un en Poitou-Charentes. J'en profite parce que nous avons des centres hospitaliers qui sont qui sont présents là aujourd'hui. Nous invitons à ces ateliers de réflexion, certes les EHPAD autonomes, mais également les EHPAD qui sont hébergés au sein d'un centre hospitalier, les responsables de ces EHPAD. Nous avons en effet 12 000 agents qui travaillent dans des EHPAD autonomes, mais nous avons également 7 000 agents dans notre région qui travaillent dans des EHPAD qui sont au sein d'un centre hospitalier. Et il nous paraît important de ne surtout pas écarter les responsables de ces structures. Donc ça, on va vous le proposer à partir du mois de septembre. L'idée, nos 2 objectifs sont que, tout d'abord, pour les établissements qui ont participé à la cartographie, de s'approprier les outils tels que, par exemple, le croiseur de données. Et ensuite, d'avoir des ateliers de réflexion thématique sur la base des éléments que nous avons identifiés grâce à ces 2 enquêtes. Voilà. Alors, j'ai une question sur la psychiatrie. On s'est posé la question, effectivement, d'isoler la psychiatrie. Finalement, on a décidé de faire une journée à destination de l'ensemble des établissements sanitaires et nous aurons des ateliers spécifiques psychiatrie, en fait. On aura une présentation globale et ensuite des ateliers de réflexion centrés sur le secteur de la psychiatrie. Si nous avons assez d'inscrits du secteur de la psychiatrie. Voilà. Autant des professionnels dans le secteur de la psychiatrie en termes d'établissements autonomes que des secteurs psychiatriques de centres hospitaliers. Bien, écoutez, un grand merci. Je renouvelle le fait de vraiment répondre au sondage. Il y en a pour 3 minutes, donc vraiment c'est super important pour nous. Et il y a la question notamment de l'étonnement par rapport aux résultats. Alors nous, on peut être parfois étonné, parfois peu étonné, mais c'est plus parce qu'effectivement, on manie ces chiffres fréquemment. Mais votre étonnement, il est de nature différente et extrêmement intéressante parce qu'effectivement, vous êtes sur le terrain. Donc vraiment merci pour votre participation. Écoutez, à très bientôt et excellente journée. Au revoir.